Tu te fiches de moi, Tessa? J'avais du mal à maîtriser ma voix, agrippant le volant, une main tenant mon téléphone, l'autre crispée à 10h10, les jointures blanches. La lueur du tableau de bord illuminait l'habitacle de ma voiture de patrouille d'un bleu pâle, mais tout ce que je voyais, c'était du rouge. Je suis au commissariat, Daniel. J'ai besoin que tu viennes. Oh, tu as besoin de moi, maintenant? L'interrompis-je. Et pourquoi as-tu besoin de moi, exactement? Pour couvrir tes bêtises. Pour nettoyer après une autre soirée avec ces troyennes saoules que tu appelles tes amis? Son souffle siffla à l'autre bout du fil. Ce ne sont pas. Il ne s'agit pas d'elles. Ah non? Alors, elles ne t'ont pas entraîné dans une absurdité qui s'est terminée par ton arrestation, dans le même commissariat où je travaille? Silence. Puis, sur la défensive, ce n'était pas si grave, Daniel. Tu m'appelles à 00h30 du matin, depuis le bureau des admissions. Et tu penses que ce n'est pas sérieux? Son ton changea du tout au tout. Tranchant, froid. Ne me parle pas comme si j'étais l'une de tes suspectes. Non, tu es pire, lâchez-je. Parce que les suspectes ne portent pas ma bague pendant qu'elles jettent des bouteilles sur les maisons des gens. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. J'en sais assez. L'appel se termina par un bruit sec. Elle avait raccroché. Je balançai le téléphone sur le siège passager et expirai entre mes dents serrées. La voiture de patrouille grondait sous moi alors que je passais au feu vert suivant. J'étais encore en uniforme, ma journée de travail à peine terminée. L'insigne épinglé sur ma poitrine. Le Glock toujours dans son étui à ma hanche. D'une manière ou d'une autre, je me sentais plus exposé à cet instant que je ne l'avais jamais été en service. Les nuits de Phoenix ne se rafraîchissent pas beaucoup, même en novembre. Mais ma peau était moite, mon esprit tourbillonnant entre la fureur et l'incrédulité. Tessa, ma femme depuis 7 ans. Elle était du genre à vérifier 3 fois si la poubelle de recyclage était sortie. Maintenant, c'est elle qui se fait escorter dans un commissariat, comme une jeune écervelée de 20 ans qui n'a rien à perdre. Elle avait changé. Ou peut-être. Peut-être que je n'avais pas été attentif. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était les regards que je recevrais en entrant dans ce commissariat. Les jeunes agents qui chuchoteraient, les plus anciens qui hocheraient la tête, l'air de dire « On te l'avait dit, Blake ». Ne mélange jamais le service avec un cœur sauvage. Et peut-être qu'ils auraient raison. Jusqu'à ce soir, je pensais que ma vie était solide. Je veux dire, je n'étais pas tape à accent Graveleuil. J'étais un flic. Un salaire stable, un 3 pièces dans le sud de Phoenix. Une cour propre, un barbecue décent, la même paire de bottes que j'avais portée à travers 2 promotions. Nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas glamour. Mais j'étais présent. Je tenais mes vœux. Je protégeais ce que j'aimais. Et maintenant, tout cela se délitait plus vite que je ne pouvais le maîtriser. Je me garai sur le parking du commissariat, coupai le contact et restai assis là une seconde dans le silence, la mâchoire serrée. Ce n'était pas juste une mauvaise nuit. C'était un tournant. Et alors que je sortais et marchais vers les portes vitrées sous les lumières vacillantes de la sécurité, je le sentis au plus profond de mes tripes. Ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Dans le hall du 17e commissariat, les néons projetaient sur tout cette teinte verdâtre et maladive, celle qui donne à chacun un air fatigué et coupable, même quand ils ne le sont pas. Mais ce soir, tout le monde l'était. Je franchis les portes vitrées et les vis immédiatement. Tessa était avachie sur un banc à côté de Mindy, Kelsey et Rachel, sa petite bande loyale de chaos. Toutes les 4 formaient un cocktail négligé d'eyeliner qui avait coulé, de parfums entêtants et de sueur de vin bon marché. Mindy me remarqua la première. Danny, Dieu merci, Octate et elle, essayant d'esquisser un sourire comme si nous étions tous là pour prendre un verre et non pour une arrestation pour trouble à l'ordre public. Je ne répondis pas. Je marchai droit vers le bureau d'accueil et fis un signe de tête à l'officier de service. Je m'en occupe à partir de maintenant. Laissez-les partir. Pas d'accusation. L'officier Ramirez haussa un sourcil. Vous êtes sûr? Le propriétaire était plutôt furieux. Il a dit qu'elle criait, qu'elle jetait des bouteilles dans ses parterres de cactus. Une a failli toucher son chien. Je m'arrangerai avec lui demain, dis-je.
Laissez-les juste sortir discrètement par la porte de côté. Ramirez hésita une seconde, puis acquiesça. D'accord, sergent. Mais celle-ci sera consignée. Ouais, marmonnai-je. Bien sûr qu'elle le sera. Je me retournai, et les quatre me regardaient toujours. Tessa n'osait pas croiser mon regard. Les trois autres ressemblaient à des lycéennes convoquées dans le bureau du proviseur, sauf qu'elles étaient toutes des femmes d'une trentaine d'années avec une haleine de vin et aucune honte. On y va, dis-je. Elles me suivirent par la sortie de côté, leurs talons claquant de manière inégale sur le béton, le genre de parade maladroite qui attirait l'attention même des rats qui traînaient derrière. Dès que la porte se referma derrière nous et que nous fûmes dehors sous le lampadaire jaune bourdonnant, je me retournai. Vous trois, dis-je, la voix basse mais claire. Restez loin de ma femme. Kelsey laissa échapper un ricanement. Pardon? Je répétai, tenez-la à l'écart du prochain pétrin dans lequel vous déciderez de vous fourrer. Vous voulez agir comme si vous aviez encore 21 ans en vacances de printemps, très bien, mais laissez Tessa en dehors de ça. Mindy croisa les bras, prête à en découdre. Peut-être que si tu ne la gardais pas enfermée dans cette maison comme un animal de compagnie, elle n'aurait pas besoin de sortir. Mon regard la transperça. Tu veux vraiment aller sur ce terrain? Tessa prit enfin la parole. Daniel, ça suffit. Je me tournai vers elle, lentement, calmement. Non, c'est toi qui suffit. Elle cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini de te couvrir. J'ai utilisé mon insigne pour t'éviter de passer la nuit en cellule. C'était la dernière faveur. Les autres filles tombèrent dans un silence mal à l'aise. Vous voulez faire la fête? Leur dis-je. Allez-y. Mais si vous l'entraînez dans une autre catastrophe, je vous jure. Ou quoi? Me défia Rachel. Tu vas nous arrêter? Je m'approchai, la voix toujours calme, mais plus froide maintenant. Non. Mais je m'assurerai que la prochaine fois, personne ne vous aide à vous en sortir. Sur ce, je me tournai vers Tessa. Marche avec moi. Elle suivit à contre-cœur. Nous fîmes quelques pas sur le trottoir, loin de sa petite cour des miracles. Elle alluma une cigarette avec des doigts tremblants, non pas parce qu'elle en avait besoin, Tessa ne fumait même pas avant les 6 derniers mois, mais parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Je n'ai rien jeté, murmura-t-elle. Est-ce que ça a de l'importance? Dis-je. Tu étais là. Tu as laissé faire, et tu as traîné mon nom dans la boue juste en étant assise sur ce banc. Je ne t'ai pas demandé de venir me sortir de là. Non, tu m'as appelé. J'avais peur, d'accord? Non, dis-je. Tu étais embarrassé. Il y a une différence. Elle détourna le regard, exhalant un nuage de fumée comme pour se protéger des mots. Je travaille ici, dis-je doucement. C'est mon commissariat, ma réputation. Ces gens me connaissent. Ils me respectent. Tu penses qu'ils oublieront ce qu'ils ont vu ce soir? Sa voix était basse. J'ai fait une erreur. Non, dis-je, les yeux plissés. Tu as fait un choix. Une série de choix. Elle me regarda alors, et pour la première fois cette nuit-là, je vis quelque chose derrière ses yeux. Peut-être de la culpabilité, peut-être du défi, peut-être les deux. Je n'insistais pas. Je reculai simplement, les mains sur les hanches. Tu dois te reprendre en main, Tessa. J'essaie. Et c'est plus fort. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais je ne reculai pas. On en a fini ici, dis-je. Tu peux te faire ramener par une de tes copines. Et je me détournai, m'éloignant. Elle ne m'appela pas. Elle ne me poursuivit pas. Et pour la première fois en 7 ans de mariage, cela m'effraya plus que tout ce qu'elle avait dit de toute la nuit. La maison était sombre quand je suis arrivé. La lumière du porche était toujours cassée. On s'était disputé à ce sujet le mois dernier. Enfin, j'avais soulevé le problème et elle l'avait balayé d'un revers de main, comme toujours. À l'intérieur, l'endroit sentait le nettoyant au citron et la tentative tardive de quelqu'un pour remettre les choses en ordre. Je laissai tomber mes clés sur le comptoir de la cuisine et entrai dans le salon. Tessa était déjà à la maison. Elle était recroquevillée sur le canapé, pieds nus, les jambes repliées sous elle,
faisant défiler quelque chose sur son téléphone comme si rien de tout cela ne la touchait. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrai. Ce silence, celui où l'on ne sait pas qui est le plus en colère, s'installa entre nous comme la poussière sur de vieux meubles. « Tu es rentré vite, dis-je, en gardant un ton neutre. » Elle eut un sourire narquois sans lever les yeux. « C'est Rachel qui a conduit. Elle ne fait pas d'excès de vitesse comme toi. » J'ignorais la pique. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Elle expira bruyamment, de manière théâtrale. « Oh, super. Mon genre de conversation préféré. Celui où je m'assois sagement pendant que tu me lis mes droits dans le confort de notre salon. Je ne te lis pas tes droits, Tessa. J'essaie de parler à ma femme. » Son téléphone tomba finalement sur ses genoux. « Et de quoi suis-je accusé ce soir, exactement? Mauvais goût en matière d'amis? Un mauvais stationnement? Non. De m'avoir humilié. De t'être mis en danger. D'avoir ruiné ton propre nom. Et bien sûr, d'avoir entraîné le mien dans ta chute. Oh, s'il te plaît, ricana-t-elle en se levant du canapé. Daniel Blake, le noble sergent de police, blessé par quelques bouteilles vides et des rires d'ivrogne. Il ne s'agit pas des bouteilles. Il s'agit de jugement. Il s'agit de toi, te présentant à mon commissariat comme une adolescente inconsciente, et de moi, devant utiliser mon insigne pour te sortir du pétrin. Waouh, dit-elle avec un rire sec. Quelle mise en scène. Je m'approchai, les poings serrés le long de mon corps. Qui d'autre était à cette fête? Quelle fête? Ne joue pas à l'idiote. Qui d'autre était là? C'était chez qui? Tu savais que les choses dérapaient et tu es resté. Elle leva les yeux au ciel, passant devant moi en direction de la cuisine. Détends-toi, Daniel. C'était chez le cousin de Mindy. Un type nommé 3. Grand jardin, enceinte Bluetooth, gobelet en plastique, l'apocalypse habituelle. 3 qui? Je ne sais pas. 3 quelque chose avec un camion. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que ma femme était dehors après minuit, à boire avec des inconnus, et s'est fait ramener par des gens à qui je ne confierais même pas la garde d'une plante d'intérieur. Tu veux dire mes amis? Dit-elle en pivotant sur ses talons. Non, je veux dire les 3 femmes qui t'encouragent à agir comme si tes 20 ans n'étaient jamais finis. Elle frappa une fois dans ses mains, des applaudissements moqueurs. Bravo. Tu es officiellement devenu ton père. Celle-là, je l'ai sentie. Tu veux que je prétende que ça n'a pas d'importance? Dis-je, la voix plus calme maintenant. Tu veux que je prenne ça à la légère pendant que chaque gars au travail chuchote dans mon dos que la femme du sergent Blake a été embarquée pour agression de Jardin et Merlot bon marché? Ses yeux se plissèrent. Tu t'inquiètes plus de ce qu'il pense que de moi. Je m'inquiète de savoir avec qui je suis marié. Ça a fait mouche. Elle cligna des yeux une fois, rapidement, comme si je lui avais craché au visage. Pendant une seconde, le seul son fut le bourdonnement du réfrigérateur. Puis elle croisa les bras. Et alors? Tu veux que je coupe les ponts avec tout le monde? Que j'arrête de sortir? Que je reste à la maison en survêtement à faire des gratins jusqu'à ce que je meure d'ennui? Je veux que tu arrêtes d'agir comme si le monde te devait quelque chose. Et je veux que tu prennes tes responsabilités avant de couper tous les ponts que nous avons. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine. Tu veux dire avant que je ne coupe tes ponts? Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Nous restâmes ainsi un long moment. 2 personnes dans la même pièce, mais sur des îles différentes. Et quelque chose me disait que nous n'allions pas revenir de ça. Le soleil était à peine levé quand je me suis garé dans l'allée. La rue était calme, de cette quiétude que l'on ne trouve qu'avant que le monde ne s'éveille complètement. J'ai coupé le moteur, je suis sorti et j'ai laissé l'air frais m'envelopper. Chaque muscle de mon dos me faisait mal à cause de mon service. Trop d'appels, trop peu de sommeil. La maison était silencieuse. À l'intérieur, tout était exactement comme nous l'avions laissé. Sa veste toujours drapée sur la chaise de la salle à manger. 2 verres dans l'évier. Une demi-bougie fondue sur la table basse. Je me suis dirigé vers la fenêtre du salon et suis resté là, à regarder le matin pâle s'étirer sur la pelouse, mon esprit au point mort. C'est là que je l'ai entendu. Un cliquetis de clé, la porte qui grince en s'ouvrant.
Puis sa voix, légère et surprise. Daniel. Je me suis retourné mais n'ai pas bougé de la fenêtre. Tessa se figea dans l'embrasure de la porte. Un talon à la main, l'autre encore attaché à son pied. Les cheveux un peu trop coiffés pour que ce soit juste un café tardif. Son mascara avait coulé, comme celui de quelqu'un qui a trop ri, ou pleuré trop récemment. Elle cligna des yeux. Tu es à la maison. Apparemment. Un temps mort. Elle referma la porte derrière elle, doucement, posant son sac à main. Tu es en avance. Non, tu es en retard. Elle esquissa un faible sourire. La soirée chez Mindy a duré. On a regardé des films, bu un peu de vin. Rien de fou. Je penchai légèrement la tête. Une soirée ciné se termine à 5 heures du matin, maintenant? Ses yeux se détournèrent vers le couloir. On s'est endormi. Je ne voulais pas conduire fatigué. Tu dis toujours de ne pas prendre de risques. Je ne répondis pas. Je laissai juste le silence s'installer, lourd et pesant. Elle retira ses talons, l'un après l'autre, et entra pieds nus dans le salon, essayant d'agir nonchalamment, mais ses mouvements étaient trop prudents, comme si elle savait que chaque pas pouvait déclencher un piège. Écoute, Daniel, je sais que les choses ont été bizarres dernièrement. Elles ont été mauvaises, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait du poids. Elles sont mauvaises depuis un moment, et la semaine dernière aurait dû être ton signal d'alarme. Tessa croisa les bras. Alors maintenant, je n'ai plus le droit de voir mes amis? Tu as le droit de décider ce qui compte le plus. Tes vendredis soirs ou ton mariage. Elle détourna à nouveau le regard, la mâchoire contractée. Je m'avançai. Je ne te demande pas de t'enfermer. Je te demande de réfléchir à qui tu es quand tu es avec elle. À la version de toi-même que tu ramènes à la maison. Je réfléchis. Je réfléchis tout le temps. Alors tu saurais que tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Ses épaules se raidirent. Peut-être que cette femme en a eu marre d'être toujours jugée. Je ne te juge pas. Je trace une ligne. Et si je la franchis? Je ne s'y ai pas. Alors, c'est fini entre nous. Son souffle se coupa. Tu mettrais fin à tout ça? J'acquiesçai une fois. Si quelque chose ne change pas, oui, je le ferai. Nous nous fixâmes. Pas de cris, pas de drame, juste un silence qui nous brisait tous les deux. Tessa ouvrit la bouche pour répondre, puis s'arrêta. Elle baissa les yeux vers ses pieds nus comme s'ils pouvaient lui dire quoi dire, mais ils ne le firent pas. Et je n'attendis pas. Je passai devant elle, montai les escaliers, la laissant dans ce salon silencieux où tout le bruit s'était enfin arrêté. Les jours qui suivirent furent calmes d'une manière qui ne semblait pas du tout paisible. Pas le genre de calme qu'on apprécie, mais plutôt celui qui s'installe dans une maison juste avant qu'une tempête ne brise quelque chose. Chaque matin, Tessa essayait quelque chose de nouveau. Un jour, c'était le café déjà préparé quand je descendais, la vapeur s'échappant de ma tasse habituelle. Je me suis dit que tu en aurais besoin, dit-elle, la voix douce, presque pleine d'espoir. Merci, répondis-je, aussi neutre qu'une porte verrouillée. Le lendemain, elle tenta l'humour. Appuyée sur le comptoir, tapotant ses ongles, elle m'adressa un sourire en coin. Tu sais, tu commences à ressembler à un de ces détectives torturés à la télé. Dois-je m'attendre à des monologues dramatiques bientôt? Je soutins son regard une demi-seconde, puis attrapai mes clés. Je sors. Son sourire s'effaça. Le troisième matin, elle passa au contact léger, sa main frôlant mon bras alors que j'attrapais la poignée du frigo. Dan, on n'est pas obligé de continuer cette distance. Mais je reculai. Pas brusquement, juste délibérément. On ne fait rien. On vit juste avec les conséquences. Ce fut le moment où quelque chose se brisa dans ses yeux. Les petites attentions continuèrent. Des coussins redressés, le dîner à l'heure, des prétextes pour engager la conversation, mais tout cela glissait sur moi comme la pluie sur le pare-brise d'une voiture de patrouille. Non pas que je veuille être cruel, mais parce que quelque chose en moi s'était tu, comme un interrupteur qu'on aurait basculé et qu'on ne pouvait plus remettre en place. Le jeudi soir, elle n'en pouvait plus. Je venais de rentrer d'un service tardif. La maison était sombre, à l'exception de la lampe du salon.
Elle était assise sur le bord du canapé, à attendre, trop droite, trop immobile. Dès que j'entrai, elle se leva. « Est-ce qu'on va parler ou est-ce que tu comptes faire comme si j'étais un fantôme ?» lança-t-elle. Je posai mon ceinturon de service sur la table, imperturbable face à son ton. « On a déjà parlé. Tu n'as simplement pas écouté. » Elle leva les mains au ciel. « Mon Dieu, Daniel, écoute-toi. Tu agis comme si j'étais une criminelle que tu interroges. Je suis ta femme. Tu n'as pas agi comme telle, dis-je calmement. » Son visage se crispa. « C'est ça. Parce que je suis sorti avec mes amis. C'est le péché impardonnable maintenant. Ce n'est pas le fait de sortir, dis-je lentement et posément. C'est ce que tu deviens quand tu es avec elle. Le désordre que tu ramènes, les mensonges, le chaos, le manque de respect. Oh, s'il te plaît, ricana-t-elle. Tu es juste en colère que ton image de sergent parfait en ait pris un coup. Admets-le. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Non, dis-je. Il s'agit de confiance, et du fait que je ne reconnais plus la femme qui se tient devant moi. Cela la cloua sur place. Un instant, elle ne bougea pas. Ses épaules s'affaissèrent un peu. Son souffle se bloqua. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sembla sincèrement blessée. Pas irritée. Pas sur la défensive. Blessée. « Tu ne me reconnais pas ?» répéta-t-elle plus bas, comme si elle avait besoin de tester le poids des mots. Je ne m'adoucis pas. Non. La pièce retint son souffle. Puis elle rit. Un son court, sec. Presque une toux d'incrédulité. Incroyable. J'essaie d'arranger les choses. J'essaie d'être meilleur, et tout ce que tu fais, c'est te fermer. Tu ne me laisses même pas une chance. Je la fixai avec constance. Une chance, ce n'est pas la même chose que de prétendre que rien ne s'est passé. Et toi, tu agis comme si j'avais mis le feu au monde entier. Lança-t-elle. Tu es froid, Daniel. Tu es. Elle chercha un mot, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Tu es vide. Peut-être, dis-je, mais au moins, je suis honnête à ce sujet. Sa bouche se serra. Ses yeux vacillèrent, la colère en surface, quelque chose de plus profond en dessous. Elle attrapa son sac sur le canapé, le jetant sur son épaule d'un mouvement rapide. Tu sais quoi? Très bien. Si tu ne supportes pas de me regarder, je vais te faciliter la tâche. T'es ça. Mais elle était déjà à la porte. Elle l'ouvrit brusquement, sortit dans l'air nocturne et lança une dernière phrase par-dessus son épaule. Tu me repousses, Daniel. Ne fais pas semblant que ce n'est pas le cas. La porte claqua. Les murs tremblèrent et je restai là, dans le salon silencieux, fixant l'espace vide qu'elle avait laissé derrière elle, sentant la distance s'élargir plus que jamais. Nous patrouillons dans le district de South Mountain, les fenêtres à moitié ouvertes, ce genre de fraîcheur du désert qui se faufile et s'installe dans vos clavicules. Mon partenaire, Ruiz, était silencieux à côté de moi, feuilletant son carnet, tapotant son stylo sur un rythme que lui seul pouvait entendre. Je n'avais pas beaucoup parlé de tout mon service. La plupart du temps, je gardais les yeux sur la rue, les phares traçant des lignes sur les trottoirs tranquilles et les supérettes fermées, rejouant les derniers jours dans ma tête comme une boucle cassée. Peut-être avais-je été trop dur. Peut-être aurais-je dû la laisser s'expliquer davantage. Peut-être que j'étais trop prisonnier de ma fierté. Elle t'a envoyé un message? Demanda Ruiz, me surprenant en pleine réflexion. Je ne répondis pas tout de suite, me contentant de changer de vitesse et de prendre un virage lent à gauche. Je m'en doutais, dit-il en soupirant. Les femmes comme ça, elles ne s'arrêtent pas assez longtemps pour regarder derrière elles. Cela me fit serrer le volant plus fort, mais je laissai passer. Ruiz ne connaissait pas toute l'histoire. Personne ne la connaissait. Je pensais au visage de Tessa quand elle était partie. Cette demi-torsion de douleur avant que le masque ne tombe. Le son de la porte qui claque résonnait encore dans ma mémoire comme un coup de semonce. Peut-être que j'aurais dû la suivre. Peut-être. Ma radio grésilla. Unité 21, à vous. Le lieutenant Parker demande un contact direct. Urgent. Je saisis le combiné.
Ici Blake. À vous. Il y eut une pause. Puis la voix de Parker, nette, basse. Dan, c'était ça. Ma poitrine se figea. Qu'est-ce qui s'est passé? Trouble à l'ordre public en centre-ville. A refusé de quitter un bar. A bousculé un de nos gars. Il va bien. Lèvres fendues. Elle est menottée. Je regardais droit devant moi, la mâchoire verrouillée. Elle a frappé un officier? Techniquement, elle l'a poussé, mais c'est filmé. Elle criait, jurait, était hors de contrôle. J'ai pensé que tu préférerais la prendre de moi avant que le rapport n'entre dans le système. Je ne répondis pas. La voix de Parker s'adoucit. Tu veux que je la garde jusqu'à ce que tu arrives? J'étais déjà en train d'allumer les sirènes. Ne faites rien. J'arrive maintenant. Je reposai le combiné dans son support et mis les gaz. La voiture de patrouille rugit dans la nuit. Ruiz jeta un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Les lumières rouges et bleues peignaient les rues d'un mélange de fureur et de trahison. Mon insigne me semblait plus lourd que d'habitude. Le volant tremblait sous ma poigne. Je voulais être choqué, mais je ne l'étais pas. J'en avais juste fini. Le genre de fini qui ne crie pas. Qui serre la mâchoire. Qui conduit plus vite. Qui ne demande plus pourquoi. Qui demande combien de temps avant que ce soit terminé. Et alors que le commissariat apparaissait, la vérité s'imposa dans ma poitrine comme un poids que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était pas juste une ligne franchie. C'était le point de non-retour. Dès que j'entrai dans le commissariat, l'atmosphère changea. Quelques uniformes se tournèrent en me voyant. Personne ne dit un mot, mais les regards en disaient long. Des chuchotements attendaient juste derrière des salutations brèves et des yeux fuyants. Je traversai le bureau principal comme un homme marchant vers quelque chose qu'il ne voulait pas voir, mais avec lequel il avait déjà fait la paix. Parker me rejoignit à mi-chemin. Elle est en cellule de dégrisement, en bas. Les chefs d'accusation? Il hésita. Trouble à l'ordre public. Agression sur un officier. Ivresse sur la voie publique. On a tout consigné dans les règles. Rien n'a été arrangé. J'acquiesçai une fois. Bien. Il me lança un regard, un mélange de sympathie et de prudence. Tu es sûr de toi, Dan? Je ne s'y ai même pas. Absolument certain. Je descendis les escaliers, les murs en béton absorbant le bruit de mes pas, la lumière du plafond vacillant comme si elle n'était pas sûre de vouloir rester allumée. Quand j'atteignis la cellule, elle était là. Tessa. Cheveux en désordre, eyeliner qui avait coulé, une botte enlevée, l'autre pendant encore à son pied. Elle faisait les 100 pas jusqu'à ce qu'elle me voie. Alors, elle se précipita vers les barreaux comme si elle venait d'apercevoir une bouée de sauvetage flottant près d'un navire en perdition. Daniel, Dieu merci. Sa voix était éraillée, désespérée, mais ses yeux. Ils n'exprimaient pas le regret. Pas encore. Pas vraiment. Sors-moi de là, dit-elle. S'il te plaît, dis-leur que c'était une erreur. Parker a dit que tu viendrais. Tu peux arranger ça. Je m'arrêtai juste devant les barreaux et croisai les bras. Non. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Quoi? Je ne ferai pas jouer mes relations cette fois. Tu restes. Sa bouche s'entr'ouvrit. Tu es sérieux? Absolument. Je ne voulais pas le pousser, Daniel. J'étais saoul, mais ce n'est pas comme si je l'avais frappé. Tu as posé les mains sur un officier en uniforme, en public, à 2 heures du matin. C'était un malentendu, lança-t-elle. J'étais contrarié. Je leur ai dit que je partais. Il a touché mon bras en premier. Et tu lui as crié dessus, tu l'as poussé, puis tu as refusé de t'asseoir. J'ai déjà lu la déposition. Sa voix baissa, tentant la douceur. Je pensais que tu te soucierais encore assez de moi pour m'aider. Je la regardai dans les yeux et laissai le silence tout dire. Tu ne penses pas ce que tu dis, dit-elle en s'agrippant au barreau. Tu es contrarié. Tu es fatigué.
Tu essaies de prouver quelque chose. Non, dis-je, calme comme l'acier. Je te montre une conséquence. Ses mains tremblaient. Et alors? Tu vas me laisser pourrir ici avec des ivrognes. Et tu en es une ce soir. Les mots la frappèrent de plein fouet. Elle recula d'un pas, la bouche serrée. Les yeux brillants maintenant. Non pas de fureur, mais de quelque chose de plus proche de la peur. Tu as toujours juré de me protéger, dit-elle doucement. C'est ce que j'ai fait, répondis-je. Et c'est ce que je fais. Mais plus de toi-même. Elle s'enlaça, soudainement plus petite. Alors c'est tout. Tu t'en vas, tout simplement. Je me suis déjà éloigné la dernière fois que tu es parti en claquant la porte. Je me tournai pour partir. Daniel, attends. Cria-t-elle, la voix brisée. S'il te plaît, ne les laisse pas m'enregistrer comme ça. Ne me laisse pas ici. Je m'arrêtai juste avant l'escalier. Prends la photo d'identité judiciaire, Tessa, dis-je sans me retourner. Peut-être que ce sera le seul miroir que tu croiras désormais. Puis je montai les escaliers et ne regardai pas en arrière. Il était près de 2 heures du matin quand je me suis retrouvé dans la salle d'interrogatoire 3, celle avec une seule lumière au plafond et une horloge dont le tic-tac était juste assez fort pour vous taper sur les nerfs. Je ne voulais pas être là. Pas vraiment, mais quelque chose clochait. Tessa avait complètement déraillé. Mais il ne s'agissait pas seulement de ses cris dans un bar ou du fait qu'elle ait poussé quelqu'un. Il y avait une pourriture plus profonde quelque part sous la surface, et je ne partirais pas avant de l'avoir découverte. 3 des personnes arrêtées avec elle étaient encore en cellule de dégrisement. Je les ai fait venir une par une. Les 2 premiers, un grand gueule en débardeur et une fille avec des paillettes collées dans les cheveux, ne m'ont donné que des haussements d'épaules d'ivrogne et des demi-mensonges. On s'amusait juste, mec, dit le gars, son haleine puant la vodka bon marché. Écoutez, je ne connais même pas votre femme, ajouta la fille, les bras croisés, le mascara étalé sur sa tempe comme une peinture de guerre. Mais c'est le 3e, un gamin nerveux nommé Miles, qui a craqué. Il ne devait pas avoir plus de 22 ans, il s'est assis en face de moi comme s'il pensait que j'allais le jeter par la fenêtre. Pâle, agité, il ne pouvait s'empêcher de se frotter les mains. Écoute, dis-je en croisant les bras. Je me fiche que tu aies bu. Je ne suis pas là pour gâcher ta soirée. Je veux juste la vérité sur ce qui s'est passé avant que les flics ne soient appelés. Miles hocha la tête trop vite. Ouais, bien sûr. Je veux dire, je ne savais même pas vraiment que c'était votre femme jusqu'à ce que quelqu'un le dise plus tard. Ça a attiré mon attention. Tu ne savais pas qu'elle était mariée? Il hésita. Je veux dire, elle n'a pas dit qu'elle ne l'était pas. Je me penchai en avant, lentement. Qu'est-ce qui s'est passé, Miles? Il déglutit difficilement, regardant le miroir derrière moi comme s'il pouvait répondre à sa place. Puis, sans un mot de plus, il sortit son téléphone, ses doigts tremblants déverrouillant l'écran. Quelqu'un a filmé, marmonna-t-il. Ça a tourné sur le chat de groupe. Tenez. Il tourna l'écran vers moi. La vidéo était tremblante, le genre qu'on enregistre à moitié conscient que quelque chose de scandaleux se produit. La musique battait faiblement sous des rires pâteux. Et au centre de l'image, sous des guirlandes lumineuses de patio bon marché, se trouvait Tessa, collée contre un type avec une casquette à l'envers, les bras autour de son cou, l'embrassant comme si personne d'autre n'existait. Mon expression ne changea pas. Pas même quand elle tendit la main pour tirer sur sa chemise. Pas même quand la personne qui filmait murmura « Yo, c'est pas la femme du flic, ça ?» Je l'ai regardé une fois, puis une deuxième, puis sans un mot, j'ai sorti mon téléphone, l'ai pointé vers l'écran et l'ai enregistré pour moi-même. Miles était assis, figé, comme s'il venait de remettre une arme. Je ne pense pas qu'elle buvait. Et le gars, il ne savait même pas qui elle était. C'est juste arrivé, comme ça. Avait-elle l'air confuse? Non, elle. Elle avait l'air d'en avoir envie. J'acquiesçai. Libérez-le, dis-je à l'officier à la porte. C'est fini pour lui. Miles avait l'air de ne pas savoir s'il devait me remercier ou courir pour sa vie. Il marmonna quelque chose que je n'ai pas compris et disparut dans le couloir. Je suis resté dans la salle d'interrogatoire 1 minute de plus,
juste assez longtemps pour sentir le poids de cette vidéo s'installer quelque part au fond de mes tripes, comme si quelque chose de froid et de définitif venait de se mettre en place. Le temps que je rentre à la maison, il faisait encore nuit. Je n'ai pas enlevé mes bottes, je ne me suis pas assis, j'ai juste sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'au nom que je n'avais pas utilisé depuis des années. Ethan Callaway, avocat. J'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné une fois avant qu'une voix ensommeillée ne réponde. Daniel, j'ai besoin d'un avocat pour un divorce, dis-je d'un ton plat et ferme. Maintenant. Il y eut une pause. N'en dis pas plus. Je lance la procédure. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine et regardé par la fenêtre alors que la première lueur de l'aube menaçait la nuit. Et j'ai réalisé que je ne ressentais pas de douleur, pas de chagrin, pas de colère, juste une paix étrange et tranquille. Parce que les suppositions étaient terminées. Maintenant, c'était la guerre. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en rentrant à la maison cet après-midi-là. Peut-être le silence. Peut-être l'endroit enfin vide. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte et j'ai été accueilli par l'odeur piquante de parfum, le cri strident de faux rire et la voix immistakable de Mindy hurlant quelque chose à propos de tequila et de mauvaises décisions. Elles étaient toutes là. Tessa, affalée sur le canapé comme une reine dans son royaume en ruine. Mindy à côté d'elle, les jambes repliées sous elle dans un jean déchiré et un verre de vin à la main. Rachel et Kelsey, penchées l'une vers l'autre, gloussant comme si elles avaient déjà oublié à quel point elles avaient failli passer le week-end en cellule de dégrisement. La pièce empestait le vin bon marché et les mauvais souvenirs. Quand elles m'ont vu, seule Tessa n'a pas tressailli. Elle m'a regardé droit dans les yeux, les lèvres se courbant en ce sourire narquois que je trouvais autrefois charmant. Maintenant, il me donnait la chair de poule. Tiens, tiens, dit-elle en levant son verre. Regardez qui est enfin rentré à la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mes clés sur la table comme si je rentrais simplement du travail. Calme, froid. Mindy la poussa du coude. Tessa, ne commence pas. Tessa rit. Pourquoi pas? Ce n'est plus mon patron, après tout. Je penchai la tête. Quelque chose à dire? Elle se leva, avec une grâce théâtrale, comme si tout cela était une scène dans un drame qu'elle avait elle-même écrit. En fait, oui. Nous en avons discuté, dit-elle en désignant son petit trio de phoques applaudissant sur le canapé. Et nous avons décidé que tu ne me convenais plus. Je clignai des yeux une fois. Nous. Elle haussa les épaules. Mes amis ont toujours su que je méritais mieux que toi. Pendant une seconde, aucune d'elles ne parla. Elles s'attendaient à ce que je discute, que je crie, que je m'effondre. Mais j'ai simplement mis la main dans la poche de mon manteau et en ai sorti une seule enveloppe. Je l'ai posée doucement sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? Demanda Tessa, la regardant comme si elle pouvait mordre. Les papiers du divorce. Son sourire narquois vacilla. Tu bluffes. Heureusement, le divorce est prêt, dis-je d'un ton plat. Déposé. Signé. Il ne manque plus que ta signature. Rachel se redressa. Attends, quoi? Le verre de vin de Tessa pencha dans sa main, ses doigts devenant blancs autour du pied. Chérie, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Dis-moi que c'est une blague. Je la regardais. Vraiment. Je la regardais. Pas de blague, Tessa. Elle s'avança. Tu es dramatique. On allait parler. On allait. Je l'interrompis, la voix ferme. J'ai vu la vidéo. Tout sur son visage s'effondra. Elle s'arrêta net. La couleur quitta ses joues. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Mindy avait l'air confuse. Quelle vidéo? Je ne quittais pas Tessa des yeux. Celle où elle est collée contre un type qui n'est pas son mari, l'embrassant comme si elle n'avait jamais connu mon nom. Daniel, s'il te plaît. La voix de Tessa se brisa complètement maintenant, la panique montant rapidement. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. J'étais saoul. Je ne voulais pas. Tu le voulais assez pour laisser quelqu'un filmer. Rachel se leva. Tess, de quoi parle-t-il? Je ne savais pas que quelqu'un enregistrait.
lança-t-elle en se retournant, la voix devenue sauvage. Je ne savais pas. Mais tu t'en souviens, dis-je. Alors ne fais pas semblant que ce n'est pas arrivé. Tessa se tourna de nouveau vers moi, les yeux remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La peur. Une peur réelle, brute. On peut parler, s'il te plaît? Murmura-t-elle. Seul. Il n'y a plus rien à dire, dis-je, toujours aussi calme. Et pour ce que ça vaut, j'ai fini de nettoyer tes bêtises. Je me tournai et me dirigeai vers les escaliers. Derrière moi, Kelsey chuchota, « Oh mon Dieu !» La voix de Tessa suivit, brisée maintenant. « Daniel, Daniel, attends. » Je m'arrêtai sur la deuxième marche. Je regardai en arrière une fois. « Tu as décidé que je ne te convenais pas, dis-je. Il s'avère que c'est mutuel. » Et puis j'ai monté le reste des escaliers sans un mot de plus. En bas, les rires avaient disparu, remplacés par le silence. Et pour une fois, cela me convenait parfaitement. L'affaire a été réglée en moins de 20 minutes. La salle d'audience était petite, juste une boîte beige avec des murs lambrissés et une juge qui n'a pas levé les yeux de ses notes plus de 2 fois. Les preuves parlaient plus fort que nous n'aurions jamais pu le faire. Je n'ai pas eu grand-chose à dire. Mon avocat non plus. La vidéo, le casier judiciaire, les déclarations sous serment de 2 officiers et d'un témoin civil. C'était tout. Tessa était assise en face de moi dans un blazer bleu marine qui semblait emprunté. Ses cheveux lissés et rentrés derrière ses oreilles, comme s'il était encore possible d'avoir l'air soigné à travers la paperasse. Mais même alors, ses mains tremblaient chaque fois qu'elle devait passer un document à son avocat. Ses yeux allaient partout. Les murs, le sol, les papiers, n'importe où sauf vers moi. La juge n'a pas bronché en rendant son jugement. Divorce prononcé. Les biens restent séparés. Aucune pension alimentaire accordée. Net. Final. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjoui, j'ai juste hoché la tête une fois, remercié la cour et me suis levé. Tessa ne m'a pas suivi. Sa propre audience était prévue 2 heures plus tard. Agression sur un officier et trouble à l'ordre public. Je suis resté, non pas pour la voir s'effondrer, mais pour assister au moment où elle devrait enfin cesser de faire semblant. La salle d'attente devant la salle d'audience B était presque vide quand on a appelé son nom. Elle est passée devant moi sans un mot, escortée par son avocat commis d'office. Elle ne portait pas de parfum ce jour-là. Pas de maquillage non plus. Juste ce blazer et une paire de ballerines qui semblaient de taille trop grande. J'ai regardé les portes de la salle d'audience se fermer derrière elle. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Ni même de la justification. Juste un point final. J'ai attendu la fin de la sentence. La juge a ordonné des travaux d'intérêt général. 6 semaines. Pas de peine de prison formelle. Juste assez pour que ça colle. Assez pour que ça tâche. Quand elle est ressortie, elle n'a pas regardé autour d'elle. Pas avant d'arriver en haut des escaliers. C'est là que nos regards se sont croisés. Elle avait l'air plus petite, pas brisée, juste vidée, comme si on lui avait coupé le souffle et qu'il n'était jamais revenu. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Et je n'ai pas bougé. Pas de haine, pas de signe de la main, juste l'immobilité. Elle a cligné des yeux une fois, a baissé le regard et est passée devant moi en descendant les marches. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne portait pas la pièce, et je ne la portais plus. Le soleil tapait déjà fort à 10 heures ce matin-là. L'Arizona ne s'installe pas doucement dans la chaleur. Elle vous la laisse tomber dessus comme une punition. J'avais reçu un appel pour un déversement illégal le long de l'accotement de la route 202 en direction de l'Est. Vieux meubles, pots de peinture, débris de construction. Pas exactement un crime de haute volée, mais c'était mon secteur. Alors, je me suis garé avec la voiture de patrouille, j'ai ouvert la portière et je suis sorti dans un miroitement de chaleur d'asphalte. C'est là que je les ai vus. Une file de travailleurs d'intérêt général en gilet orange, espacés le long de l'accotement de l'autoroute, des sacs en plastique à la main, courbés sous le poids de la chaleur et des erreurs qui les avaient amenés ici. La plupart d'entre eux levaient à peine les yeux, mais une l'a fait. Elle était vers le milieu de la file, les cheveux tirés en arrière, des lunettes de soleil perchées sur sa tête, les mains dans des gants de travail noircis par des heures de ramassage de déchets.
Tessa. Nos regards se sont croisés avant même que j'aie le temps de me préparer. Elle s'est figée au milieu d'un pas, comme si quelqu'un l'avait giflée à lui couper le souffle. Une main tenait encore un morceau de plastique cassé. L'autre flottait près de sa poitrine, comme si elle avait oublié quoi en faire. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé mon poids de place, je n'ai pas pris ma radio ni brisé l'instant. Je suis juste resté là, laissant la distance tout dire. Ce n'était pas de la colère qui me serrait la poitrine. Ce n'était même pas de la pitié. C'était quelque chose de plus net, de plus simple, de final. Tessa a fixé pendant une longue seconde. Puis deux. Ses lunettes de soleil ont glissé du haut de sa tête et sont tombées dans le gravier à ses pieds, mais elle ne les a pas ramassées. Son visage était rouge à cause de la chaleur, mais ses yeux, c'étaient les mêmes, sauf que maintenant, ils ne portaient plus ce feu, ce défi, juste la reconnaissance et quelque chose de proche du regret. J'ai fait un petit signe de tête, ni moqueur, ni indulgent, juste un signe de tête, une reconnaissance silencieuse de ce que nous comprenions tous les deux maintenant. Elle a rendu le plus léger des signes de tête en retour, à peine un mouvement. Puis elle s'est penchée, a ramassé le plastique cassé et s'est détournée. Pas de mots, pas de drame, juste deux personnes qui se connaissaient autrefois, séparées par le temps, les choix et un accotement rempli de détritus. Je suis retourné à la voiture de patrouille, j'ai appelé la répartition et je suis parti, les fenêtres baissées, le vent chaud fouettant l'habitacle comme s'il nettoyait quelque chose en moi. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'enfin, c'était le cas. Et c'était la fin de l'histoire. Je continue de penser à Miles, le gamin qui m'a montré la vidéo. Il n'était pas obligé de dire quoi que ce soit, mais il l'a fait. Peut-être que c'était la culpabilité. Peut-être que c'était la peur. Ou peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas faire partie du mensonge de quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous? A-t-il bien fait de parler, ou aurait-il dû se taire?